Bienvenue dans Secret d'Alambic, votre rendez-vous hebdomadaire pendant quelques temps. Bienvenue une fois de plus et merci de nous suivre. Nouvel épisode aujourd'hui, toujours sur la barge 166. Et qui dit nouvel épisode, dit nouvel invité. On est très content de recevoir pour l'émission notre premier producteur de rhum des Antilles, qui n'est autre que Franck Dormois. Bonjour de La Favorite, comment vas-tu? Ça va Laurent et toi? Très bien, très heureux de t'accueillir. Merci. Avec plaisir. Comme on a vu tout à l'heure, mais pour expliquer un petit peu à nos visionneurs, je vais très brièvement introduire qui tu es, quand tu es né, ce que tu as fait, où tu as grandi, etc. Et puis après, on va discuter, je te poserai quelques questions et on en apprendra plus sur toi et sur La Favorite. Ok, avec plaisir. Ça marche. T'es né en 1980 à Fort-de-France. Ouais. T'es plus jeune que moi, autant dire que t'es vraiment un petit jeune. Ouais. Mais je le fais pas. C'est vrai, c'est vrai. Tu passes ton enfance sur le domaine de La Favorite, qui est dans ta famille depuis 4 générations. Puis des études d'agronomie qui vont te permettre de travailler déjà pendant 5 ans dans la culture de la banane en Martinique. Et puis c'est en 2006 que tu rejoins l'entreprise familiale, où tu commences par la partie agricole, mais très très vite, tu vas commencer à toucher à tout, à t'intéresser à tout et à apprendre. En dehors de la distillerie, on te voit régulièrement sur des salons dédiés au rhum. Et c'est là que tu expliques le travail du rhum AOC, votre travail chez vous à La Favorite, et que tu transmets un peu ta passion sur ces salons-là. Pendant cet entretien, on va parler de tout ça, on va parler de certains produits, de certains projets, de certaines réussites, certaines difficultés, etc. Et puis voilà, et puis on espère qu'on va passer un bon moment. Avec plaisir, ça sera un bon moment, c'est sûr. Bienvenue à nouveau. Comme je disais, t'es né en 1980. Désolé de le répéter. La meilleure année. Ouais. Non, c'est celle d'avant d'ailleurs. C'est quoi ton enfance en Martinique dans l'idée où, comme tu passes énormément de temps sur le domaine familial, est-ce que tu te familiarises déjà à ce moment-là avec les cannes à sucre et puis la production de rhum, quoi? Oui, alors effectivement, la chance que j'ai, c'est qu'on vivait vraiment sur l'exploitation agricole et aussi donc le domaine de production du rhum, puisque donc à côté de la distillerie, mon père a une maison vraiment à 50 mètres de la distillerie. Donc il faut savoir que donc quand j'étais petit, mon grand-père était encore vivant. Donc c'était lui le patriarche et aussi le proprio de ce domaine avec cette distillerie. Ouais. Et donc il avait la maison, l'habitation centrale qu'on appelle le château, d'accord. Et donc il avait donné un lopin de terre à chacun de ses enfants à côté du château, tout autour, voilà. Et donc en gros j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance avec mes oncles et tantes et mes cousins cousines aussi qui étaient autour de chez moi. Voilà. Et donc quand on est plusieurs enfants du même âge à jouer, etc., et qu'on a un domaine de 70 hectares avec une distillerie sur le site, on a cette chance de pouvoir justement tout le temps être au milieu des machines ou sur un tracteur ou dans un champ de canne, etc. Qui est pas mal. Et ouais, effectivement, on a eu une enfance vraiment heureuse, on va dire, à jouer vraiment sur le domaine La Favorite, quoi. Et est-ce que, pour toi, vu que, comme tu dis, c'est ton enfance, c'est là où t'es né, c'est là où t'as grandi, c'est un environnement tout à fait normal et naturel, ou est-ce que t'as quand même bien conscience que c'est une exception, enfin... non, vraiment, pour moi, c'est normal, naturel, je suis né là. Donc voilà, mais effectivement, quand je vois les autres, ils me disent, ah, mais tu as de la chance, effectivement. Et en fait, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on y est. Voilà, mais en fait, finalement, ça m'a appris à aimer la nature, parce qu'on avait de la nature autour. Ça m'a appris aussi à avoir ce côté, avoir des projets, à développer des choses, etc. En voyant tout ce qu'on faisait, en fait, ça m'a permis d'avoir en tout cas cette envie de pouvoir développer des choses. Et puis, je suis en train de penser à un truc banal, mais depuis tout petit, je conduis des tracteurs, etc. Ça m'a appris à conduire. Et finalement, quand j'ai passé mon permis voiture, je savais déjà conduire depuis longtemps. Je conduisais des tracteurs. Donc, dis-toi que à l'âge de 12 ans, j'avais mon propre tracteur. Donc, c'était un vieux tracteur qui avait plus de 30 ans, que j'avais récupéré, donc il s'en servait plus. Et puis, voilà, et donc j'avais repeint entièrement, je l'avais retapé. Et puis, j'avais customisé, exactement, voilà.
Et puis je conduisais, donc j'avais ma remorque, etc. Puis je faisais mes petits tours dans les champs, j'attelais des outils, je désattelais, je faisais du pré-travail, on va dire, à l'âge de 12 ans, quoi. Ouais. Mais pour le plaisir, quoi. C'est ça. Voilà. Pour Donc le ça, c'est plaisir. une chance que Ouais. pas grand monde n'a, quoi. C'est sûr. Bah oui. Voilà. Et puis après, bon, ben, si c'est pour aller loin dans Alors, le truc. Ouais, est-ce que déjà à cette période-là, t'es intéressé, outre le côté jeu et détente, est-ce que t'es intéressé par ce qui se passe? Est-ce que ça te rend curieux ou... Oui, je suis intéressé, voilà, je suis intéressé parce que ben, c'est quand même la famille, etc. Mais jamais je me suis dit, je vais y travailler. Alors, je te le dis de mémoire comme ça. Alors après, toute ma famille me dit que depuis tout petit, quand j'étais petit, je disais que je voulais faire comme mon père, je voulais travailler à la distillerie. Donc, apparemment, je te dis franchement, je m'en souviens plus. En tout cas, Ouais. une chose est sûre, c'est qu'après mon adolescence et même pendant mes études, jamais je me suis dit, j'aurai la chance d'y travailler. Et donc c'est ça le truc, Ok. voilà. C'est tombé sur moi finalement comme une chance Mhm. finalement, Mhm. voilà. Mais j'attendais pas dessus quoi en fait, voilà. Et voilà, mais donc c'est pour ça, en fait, tout ce milieu-là m'a tourné en tout cas vers mes études agricoles quoi, hein, vraiment tourné vers l'agronomie puisque justement ça m'a vraiment intéressé à faire pousser, Ouais. à produire et puis vu que je suis pas très bureau, j'aime bien la nature, les endroits ouverts, Ouais. je me suis vraiment tourné sur des études agricoles quoi. Donc c'est vraiment le fait d'avoir grandi dans les Cannes qui t'emmène vers l'agronomie, vers Je pense, la ouais. suite des études. Ouais, Quoi. ouais, je pense en tout cas c'est ce qui m'a donné cet amour-là de la nature, des champs, de la biodiversité, des animaux, enfin voilà quoi. Mhm. Donc à la base j'ai vraiment fait des études pour me plonger dans ce dans ce système de vie, Ouais. voilà. Et puis finalement après la partie vraiment production, donc fermentation, distillation, mise en bouteille, enfin mise en vieillissement, etc. Tout ça je l'ai appris par la suite. Ouais. Mais c'était pas vraiment mon truc de départ, Et quoi. puis Voilà. on va y venir parce que donc à l'issue de tes études, la banane, Voilà. 5 ans. Ouais, alors réellement, Qu'est-ce que j'ai vas-y, travaillé vas-y. 4 ans dans la banane Ok. et 1 an dans une pépinière. On faisait Mhm. des petits plants pour le maraîchage. Mhm. Donc voilà, j'étais responsable de culture dans cette pépinière-là. Et donc j'ai travaillé là à la sortie de mes études, en fait, pendant 1 an. Et après ça, pendant 4 ans, dans une exploitation bananière à Saint-Pierre. Ok. Ouais. Ok. Et tu faisais quoi exactement d'ailleurs? C'était quoi ton rôle précis dans cette entreprise? Et peut-être t'en as eu plusieurs sur Ouais, les non, quelques années ou pas? dans la partie banane, Ouais. j'ai commencé par être responsable d'irrigation. Ok. Et après ça, ben, on m'a vite emmené dans la partie production agricole. Donc j'ai été responsable des cultures, en fait. Voilà. Ok. Et j'avais 50 personnes à gérer. Ah, j'avais Donc, demandé si tu avais un rôle. voilà, donc j'ai 50 personnes à gérer, c'est du monde, hein. Quand c'était une grosse exploitation, Ouais. il y avait un peu moins de 100 hectares quand même. Mhm. Et donc, ben, il faut du personnel. Mhm. Et ben, moi, je gérais toute la partie entretien, coupe, plantation de la culture de la banane, quoi. Ouais. Ouais. Et on a compris que sans doute tu t'étais dirigé vers là au travers de ce domaine familial, des cannes, etc. Est-ce que tu dirais que c'était quand même un métier passion, le fait, alors c'était la banane, mais ça reste de l'agriculture évidemment, donc c'était vraiment une passion pour toi ou c'était, parfois il y a des gens, tu sais, tu fais tes études et puis bon, bah, ça t'amène là. Ouais. Comme... Je pense que c'est quand même une passion, voilà. Ouais. Alors bien sûr, ça m'a emmené là aussi. C'est un peu les deux, voilà. Mais je pense que je suis assez passionné par le côté agricole et puis la nature, quoi. J'aime ça, voilà. Donc j'y suis arrivé. Alors effectivement, la banane, c'est quand même une grande culture. À choisir, j'aurais peut-être pas choisi cette culture-là parce que il faut du personnel, il faut mettre des intrants, etc. Moi, je suis plutôt dans un mode où j'ai envie d'avoir un côté environnemental assez important. Et donc, voilà, si j'avais le choix, je serais plus parti sur de l'arboriculture ou un système plus vertueux, en tout cas, d'agriculture. Ok. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, j'essaie de mener notre exploitation cannière, justement la favorite, dans un modèle vertueux. Ouais. Donc, on met aucun insecticide, aucun fongicide. On met Ouais. très peu de désherbants et on essaie donc de faire pas mal d'arrachage manuel
et de la coupe manuelle, etc. Ouais. Donc on essaie d'être assez vertueux dans notre système de On production. va évidemment y revenir. Et c'est en 2005 que ton père te demande de rejoindre La Favorite. Fin 2005, je crois que pour de mémoire, c'était en novembre ou octobre. Et pourquoi simplement il te demande ça? Alors, je pense que c'est parce que il n'arrivait pas à gérer la partie agricole. Voilà, donc en fait, elle était vraiment à l'abandon en fait, cette partie agricole. Et donc il a fallu, il voulait quelqu'un en fait qui reprenne en main cette partie agricole. Et donc je suis vraiment arrivé en janvier 2006 à La Favorite pour reprendre la partie agricole. Il y avait énormément de surfaces qui étaient boisées ou qui étaient abandonnées, qui étaient en jachère. Et je suis arrivé avec très peu de matériel. J'avais un tracteur, c'est tout. Voilà, j'avais rien d'autre. Et en bricolant des outils, etc., j'ai réussi à bricoler une espèce de lame que j'ai mis derrière le tracteur. Okay. Et en marche arrière, j'arrivais à pousser les arbres, les herbes, etc., et à gagner un peu de terrain et à replanter 1 hectare par hectare des parcelles de canne. Donc j'ai commencé à faire ça. Ouais. Et puis, et dans la même année, en fait... Mais, pardon, même avant d'en arriver là, parce que tu as dit oui, manifestement, est-ce que c'était un choix facile pour toi de dire oui et de quitter un poste sur lequel tu as été, même s'il y en a eu 2, mais qui te demande, on le comprend tout à fait parce que la partie agriculture était plus compliquée, mais qu'est-ce qui fait que toi t'acceptes? Alors, l'amour du métier, l'amour de l'entreprise familiale. Okay. Et puis, comme je t'ai dit, j'y comptais pas, en fait. Je m'y attendais pas. Et donc, ça m'a surpris. Et puis, je me suis dit, déjà, ça me permettait de me rapprocher aussi de ma famille parce que même si la Martinique est petite, Saint-Pierre, c'est dans le nord, La Favorite, c'est dans le centre. Donc, bon, j'étais toute la semaine dans le nord. Et de temps en temps, je descendais le week-end. Mais voilà, t'es quand même plus éloigné de ta famille, tes amis, etc. Donc c'était déjà un rapprochement, déjà humain, on va dire. Ça c'est motivant. Et puis après, voilà, l'amour de l'entreprise. Quand je me suis dit ouais, j'ai envie de faire ça. Et puis, c'est vrai que peut-être que toute mon enfance m'est revenue en pleine face, quoi, et à me dire mais génial, quoi, je vais m'éclater dedans, quoi. Et puis voilà, et puis en fait, comme il y avait du challenge à reprendre, je voyais l'exploitation qui était en piteux état. Je me suis dit voilà, ça va être bien, quoi. Je vais avoir des trucs à faire, quoi. Ouais, c'est vraiment ça que t'as amené. C'est au début vraiment t'occuper, comme tu disais, partie agricole, ouais. Petit à petit, avec ce tracteur, de pouvoir gagner de la surface. Et exactement. Au fur et à mesure. C'est vrai que ce soit un sacré boulot. Tu vois on a 70 hectares en propriété, à peu près une soixantaine d'hectares plantés, en fait, parce que tu as des surfaces non utilisables, etc. Ben, dis-toi que mon père cultivait 10 hectares sur les 60, en fait, tu vois. Donc j'ai dû reprendre 50 hectares réellement. Ok. Voilà. Et c'est du boulot, hein. Donc quand tu le fais avec un tracteur en marche arrière, à pousser les arbres, à pousser les trucs pour essayer de regagner, etc. Et puis à planter. Donc on a planté à la main, à l'ancienne. Donc on a fait les choses petit à petit, quoi. Hein, voilà. Alors pas de la première année, hein. La première année, j'ai dû planter peut-être 4-5 hectares. La deuxième, encore 4-5 hectares. Et puis, au bout de quelques années, on est arrivé finalement à reprendre l'exploitation. Enfin, ouais, d'accord. Ouais. Et ça fait presque 20 ans, du coup. Ouais, 19 ans, ouais. C'est ça. Tu t'allais y venir juste avant que je te coupe. Donc, la partie agricole, la partie canne. Et puis, dans la même année, en fait, tu commences déjà à t'intéresser à la partie production. Ouais. Voilà, production de rhum, quoi, distillation. Ouais. En fait, on a... Donc, même si c'est chez moi, je connaissais, effectivement, j'avais ce challenge de la partie agricole, mais entre deux hectares de canne à planter, j'étais dans la distillerie, voilà, et puis je voyais qu'il y avait des soucis, il y avait des choses qui n'allaient pas. Gabriel, en fait, qui est notre responsable de production, qui m'a vu naître, en fait, il est chez nous depuis 82. En fait, il m'a vu à l'âge de 2 ans, tu vois. Voilà. Donc, pour te dire que je le connais bien, et j'ai vu qu'il était dans le jus, quoi. Il était dans le jus, à la production, il y avait plein de galères et tout. Donc, je me suis mis à l'aider, en fait. Tu vois, simplement pour essayer de faire avancer le truc, quoi, la chimie publique. Et dès que j'avais un moment, en fait, je l'aidais. Voilà. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis en fait, j'ai eu une chance aussi, c'est que je sais pas si c'était la même année ou peut-être l'année d'après, il y a eu alors Jackie Pasco, qui est un ingénieur de formation, mais qui est à la retraite et qui a été pendant 20 ans directeur du Galion, de l'usine du Galion, et 20 ans directeur de l'usine du Simon.
Okay. Donc c'était un gars, enfin, c'est un gars qui est très cultivé et surtout qui a l'expérience de tout ce qui est machine à vapeur, tout ce qui est fermentation, tout ce qui est distillation. C'est un pro en fait de la fabrication du rhum et même du broyage de A à Z, voilà. Et donc en gros, ben j'ai eu de la chance de voilà, la première ou la deuxième année, je sais plus, d'avoir été formé par Jackie Pasco. Ouais, et en fait, il avait organisé des formations juste après son début de retraite. Et avec 2 ou 3 distillateurs de 2 ou 3 distilleries différentes, etc. On a pu profiter de ces formations. Voilà. Et donc, il m'a appris beaucoup de choses. Et toute la partie théorique, en fait, j'ai prise avec Jackie Pasco. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, après, sur le tas, quoi. Hein, sur le tas, à me renseigner, avec les gars qui étaient là, avec mon équipe. Ouais. Et puis aussi à me renseigner à droite à gauche, quoi. J'ai toujours été avide d'infos, donc même des fois j'allais prendre les infos dans d'autres distilleries, quoi. Hein, des fois c'est important de voir comment font les autres, etc. Et puis finalement de pomper les bonnes choses, quoi. Hein, c'est ce qui est important. Et j'ai commencé à faire ça, à m'y intéresser. Et puis voilà, aujourd'hui, ben j'apprends encore. Encore tous les jours, j'ai des trucs à apprendre. Mais j'ai quand même des bases, quoi. J'ai quand même des bases en fermentation, distillation, et puis j'apprends maintenant tout ce qui est vieillissement, parce que c'est complexe, quoi. Hein, donc puis il faut attendre, c'est toujours du temps long, surtout dans les plus de ça, c'est que même quand on essaye des choses, on n'a jamais le résultat très vite, donc voilà. Absolument. Donc si je reviens, c'était le fait de t'intéresser à la production et à toutes les étapes de la production, c'était autant une curiosité qu'un besoin, parce que comme tu disais, tu voyais Gabriel qui avait un peu de mal sur certains trucs, enfin, il avait beaucoup à faire, et donc c'était à la fois lui filer un coup de main, et puis toi apprendre. Par la même occasion, quoi, mais en fait on apprend naturellement, en fait, quand on fait ça. Quand on s'intéresse aux choses et puis qu'on travaille par amour du truc, ben on apprend malgré soi, on va dire. Ouais, c'est ça. Quand on est intéressé, en plus, ça rentre plus vite. Tu fais beaucoup par la pratique, donc tu remontes tes manches, tu es vraiment actif sur le truc. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été comme ça au sein des équipes à vraiment être parmi eux et à faire le boulot, est-ce que ça t'a aidé à te faire accepter en tant que boss? Parce que même si c'est encore ton père, le grand chef, boss, c'est ça, mais tu as quand même eu cette relation de chef à employé. Est-ce que le fait qu'ils te connaissent depuis longtemps et puis qu'ils t'aient vu vraiment de l'huile de coude et puis y aller, quoi, ça a facilité ton insertion et ton intégration dans l'équipe? Je pense, oui. Je pense. En fait, on a un type de management très familial, en fait. Hein. Déjà parce que c'est une entreprise familiale, donc la direction est familiale. Donc déjà, ça va de soi. Mais en plus de ça, les employés aussi sont, donc déjà même je pourrais dire qu'ils font partie de ma famille parce que on se connaît depuis que je suis tout petit. Mais en plus de ça, on a souvent des frères qui travaillent avec nous ou des pères et fils. Donc en fait, même au niveau de mes employés, c'est familial aussi. Voilà. Et voilà, donc en gros, c'est vrai qu'on a un lien important. Alors effectivement, ça peut poser problème pour le management. On peut se dire comment s'imposer auprès de personnes qui nous connaissent depuis qu'on est tout petit, etc. Mais je pense aussi que finalement, si tout va de soi, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est passionné, quand on fait les choses, quand les employés nous voient faire les choses, en fait, ils ont le respect, je pense aussi, de la personne. Et moi, je pense que je peux prendre chaque poste en tout cas, de la production en relais si jamais il y a quelqu'un qui est pas là ou si quelqu'un peut pas le faire. Donc ça veut dire que les employés savent que je peux remplacer n'importe qui dans la distillerie. Ils savent que je peux souder, je peux distiller, je peux fermenter. Et je pense que le respect vient comme ça, quoi. C'est que en fait, les employés en fait savent que ils peuvent compter sur moi et puis vice versa, quoi. Donc il n'y a jamais eu ce côté à surmonter, genre fils du patron, machin, non, parce que tu as toujours été fait naturellement en fait. Ok. Donc tu as commencé, même si tu t'es vite multispécialisé, mais tu as commencé dans les champs. C'était quoi tes postes alternatifs? Est-ce que tu as eu différentes positions et maintenant, c'est quoi exactement? Oui, en fait, tu sais quoi, pendant 18 ans, j'ai été
alors, c'était quoi? C'était responsable d'exploitation. C'était ça mon titre. Voilà, c'est ça. Et je m'en occupe encore aujourd'hui. Alors mon père a pris sa retraite, donc ben, là maintenant je suis directeur. Bon, mon père est encore là, donc il est gérant, voilà. Mais après, bon, la partie agricole, je m'en occupe encore entièrement, voilà. Donc c'est quand même du boulot, hein. Il y a quand même 27 personnes qui bossent dans la partie agricole, quoi. Parce qu'on a des coupeurs de canne, donc il faut qu'on coupe la canne à la main. On a des chauffeurs de tracteurs, chauffeurs de canne loader, donc il y a quand même du monde. Donc voilà, je m'en occupe entièrement. Et puis bah, là, j'essaie maintenant de prendre la direction de l'entreprise, la direction globale, on va dire, qui n'est pas si évident parce que ben il y a énormément de choses à faire. C'est quand même beaucoup plus vaste. C'est un travail au quotidien. Hein, il faut se remonter les manches au quotidien, voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est le cas, mais que déjà le côté agricole, enfin vraiment canne, est déjà un boulot à plein temps. Tu rajoutes à ça la prod, le management d'équipe, ça te fait 2 vies, enfin ça te fait des journées très très longues. Comment tu pouvais concilier, comment tu pouvais arranger public, en tout cas personnel et professionnel? Est-ce que les deux étaient tout le temps un peu mélangés? Comment ça se passe? C'est mélangé, hein. Bah oui. Et moi-même, je vis aussi sur l'exploitation. Donc, j'ai construit une maison qui est à 50 mètres de la distillerie. Donc, effectivement, ben, mon travail devient aussi ma vie, quoi. Hein. Donc, le week-end, ça m'arrive que j'ai des employés qui viennent toquer à ma porte de chez moi. Oui, il y a ci, il y a ça. Ou bien, des fois, ils m'amènent des légumes, des fruits qu'ils ont cultivés dans les jardins potagers qu'on a autour de la distillerie. Donc, en fait, c'est toujours très convivial, quoi, mais, ou pas. Parce que ça arrive aussi des fois qu'ils viennent me voir pour des problèmes. Bien sûr. Mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Voilà. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de séparation. Non, il n'y a pas de séparation. Je vis sur le site et donc j'ai les bons côtés et les mauvais aussi, hein, qui peut y avoir. T'as une fille? J'ai une fille qui s'appelle Julia. Elle a 10 ans. Elle aura 10 ans dans la semaine prochaine. Bon anniversaire en avance. Du coup, elle aussi, elle a un peu la même enfance que toi, c'est-à-dire qu'elle est parmi toute cette usine, distillerie, tous les gens, etc. Elle apprend comme toi, tu as pu... Exactement. Est-ce qu'elle a son tracteur? Pas encore, mais bon, justement, je vais y remédier bientôt, là. Donc, ouais. Faut absolument qu'elle ait cette même chance. Franchement, Julia s'intéresse beaucoup au rhum. Et en fait, même peut-être plus que moi, parce qu'en fait, sa mère aussi y travaille. Donc, ces deux parents, en fait, sont dans cette entreprise, quoi. Bah oui. Et son grand-père, et son oncle, etc. Bah oui. Donc, voilà, elle est vraiment à fond dedans. Et effectivement, ben, quand elle est à la maison, elle est à la maison, et que ben, des employés aussi viennent à la maison, ben, Julia est là, et elle subit ou elle profite de la chose aussi. Ouais. Et bien sûr qu'elle vient aussi au travail avec moi. Quand on va en champ, quand on va dans la distillerie, etc., elle m'accompagne. Elle connaît tous les employés. Voilà, quoi. Ça me fait penser à une chose aussi. Quand on a des amis ou de la famille de métropole qui vient en Martinique, ben, Julia leur fait la visite, quoi. Donc, c'est qu'elle sait, elle sait déjà comment ça fonctionne, etc., quoi. Elle a déjà son poste pilote. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. On embrasse la maman, Emmanuelle, qu'on connaît aussi, bien sûr. Je rappelle, on ne m'a pas mentionné que La Favorite, c'est une des 2 dernières distilleries indépendantes et familiales de Martinique, avec Nesson. Et j'ai plusieurs points, j'aimerais parler avec toi à ce sujet-là. Même si ton père maintenant est retraité. Oui, il a pris sa retraite. Mais il travaille il est toujours. Il travaille toujours. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que lui aussi, c'était une passion, et puis c'est un peu sa vie, j'imagine. Donc, d'accord. Comment on fait quand on a cette taille-là, quand on est indépendant, pour la garder, cette indépendance? Alors, je veux dire, c'est pas si évident. Répondre à ta question, il faudrait déjà peut-être la poser à mon père, parce que lui, il a su tenir cette entreprise pendant des dizaines d'années. Mon grand-père a aussi à son époque, et ça n'a jamais été facile. On est à chaque fois passé par des moments difficiles et des bons moments. Donc, c'est comme ça, la vie d'une entreprise, c'est toujours... c'est sinusoïdal, en fait. Hein, voilà. Et... En fait, alors, comment? Je pense que, justement, mon grand-père, mon père et moi, on n'a pas eu les mêmes idées, en tout cas, sur le développement de l'entreprise.
mon grand-père et mon père étaient plutôt sur un modèle de production, à essayer de faire descendre les coûts de production, à essayer de produire en plus pour baisser les coûts, essayer voilà, de concurrencer finalement des concurrents qui sont plus gros que nous. Voilà. Et je pense que l'idée qu'on a eue, quand je suis arrivé, au moins il y a une quinzaine d'années, a été plutôt de faire le contraire, de produire peu, mais de la qualité, voilà, et de faire du premium en fait. Hein, on n'a pas d'autre choix. Quand on a de la coupe à la main, des machines qui sont encore anciennes et dont on a des rendements moins importants, ben c'est sûr que on n'aura pas les mêmes coûts de production. Donc voilà. Et puis lutter sur un marché contre des marques qui sont beaucoup plus grosses avec des prix vraiment qui peuvent plus tirer vers le bas. Bon, enfin, c'est pas évident. Donc depuis une quinzaine d'années, on s'est plutôt mis à produire peu, bien, à faire des fermentations longues. Vous allez voir sur le marché métropolitain, on est, alors pas 100%, mais on est en grande majorité plutôt sur le marché de cavistes. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on va aussi faire souvent des cuvées assez limitées. Donc on est sur des explorations, par exemple, que vous connaissez, entre je crois que les explorations 1, il y avait 850 bouteilles, et puis maximum, on a été sur du 3500 bouteilles, quoi. Donc c'est des petites cuvées, absolument. Vous voyez. Et en fait, c'est voilà, je pense que c'est en passant par là qu'on peut justement essayer de bien valoriser notre produit. Voilà, et de s'en sortir finalement. Voilà. L'idée, c'est de se créer cette identité pour se différencier des plus gros. Voilà, avec vos forces, quoi. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que d'ailleurs, il y a eu toi ou ton père, vous avez déjà reçu des offres de grands groupes pour acheter? Ouais, bien sûr. Oui, on a déjà eu des offres. Après, bon ben, souvent, les gens, quand ils veulent acheter une entreprise, ils attendent qu'elle soit pas dans de bonnes conditions. Donc, quand elle est en mauvaise condition, ils aiment bien racheter à bas prix, et puis ensuite avoir le potentiel et puis pouvoir la développer. Donc, bien sûr, les offres, ça arrive. Après, mon père a eu justement la bonne idée de pas l'accepter, parce qu'aujourd'hui, franchement, si on avait vendu, ce serait pas sorti de la famille, etc. Et aujourd'hui, ça fait quand même 4 générations que ça dure. Ma fille, justement, elle s'y intéresse. Moi, j'ai envie de lui transmettre ça. Ce serait génial, quoi. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on commence à avoir une belle image, on commence à faire des choses bien. Même si on a eu des moments très difficiles, j'espère que l'avenir sera vraiment beau. Voilà. Donc, voilà. Heureusement que mon père n'a pas vendu, quoi. Réellement. J'imagine, parce qu'il y a cet attachement, évidemment, à cette distillerie, 4 générations, etc. Donc, il y a vraiment un amour pour cette marque. Mais des fois, la réalité économique a dû faire hésiter un peu, tu vois, sur des rachats, sur des trucs. Comme tu disais, bien souvent quand ça va pas bien, puisque le prix, à ce moment-là, baisse. Et d'ailleurs, cette année, comment ça se passe? Alors, cette année, ça se passe, on va dire, disons que, je vais pas dire ça se passe mal, parce que c'est pas non plus la réalité. Attention, sinon il y a des gens qui vont venir faire des offres. Non. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de mises aux normes à faire au niveau de notre entreprise. Il y a des nouvelles normes qui sont arrivées en janvier 2025 qui sont très drastiques. Donc, quand je parle de normes, c'est des normes sécuritaires, environnementales, et en fait, l'administration n'arrête pas de faire évoluer ces normes-là. Et donc, nous, il faut aussi qu'on évolue avec ces nouvelles normes, quoi. Voilà. Et donc là, cette année, on a énormément de mise en conformité à faire, et donc d'investissement sur du nouveau matériel, donc du matériel plus performant, qui soit plus sécuritaire, et donc c'est du matériel qui est très onéreux, et en plus de ça, qui prend du temps à être fabriqué et à être monté. Donc c'est un petit peu tout notre souci, c'est qu'en fait, là on est un peu pris au dépourvu, et là on essaie de trouver le matériel qu'il nous faut, de trouver les financements aussi, parce qu'il faut aussi trouver les financements, et puis après de pouvoir avoir dans un timing comment l'installer et puis comment y arriver, quoi. Voilà. Et ça demande beaucoup de boulot, ça demande du boulot administratif, donc c'est-à-dire bien se renseigner sur les normes, et puis je vais vous dire, quand on change de matériel, il faut demander des autorisations pour du nouveau matériel, donc des autorisations à l'État, en fait, à l'administration.
Et puis donc, pour avoir ces autorisations, il faut refaire les études d'impact, des études de danger, etc. pour un nouveau matériel. Donc en fait, ben, c'est des bureaux d'ingénierie, donc c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la complexité administrative. Hein, voilà, il n'y a pas que le fait d'acheter un matériel. C'est pas on va chez Carrefour et puis on prend une pièce et puis voilà et puis on la monte. Non, c'est plus complexe que ça, quoi. Tu me disais d'ailleurs que les pièces, vous les trouvez principalement au Brésil? Ouais, alors pas tout, mais tout ce qui est pièces, on va dire de broyage, qui vont être inhérentes au broyage, ça va être plutôt au Brésil. Voilà. Tout ce qui est distillation, la colonne à distiller, par exemple, on la prend en France. Ouais. Tout ce qui est pièces de distillation, on a une entreprise française hein, qui nous fait les pièces sur mesure, parce que il faut savoir que chaque colonne, chaque alambic est unique à son estampille et à sa typicité, hein, c'est-à-dire que il y a une certaine hauteur de plateau, un nombre de plateaux différents, des calottes, ce sont des cloches qui vont nous permettre de mettre la vapeur en fait hein, dans les colonnes. Ben en fait tout ça a des tailles vraiment particulières. Donc nos colonnes sont répertoriées et elles sont schématisées quoi. Et quand j'ai des pièces à changer sur les colonnes, ben je fais appel à cette entreprise justement qui est connue en France et qui va me faire sur mesure mes pièces pour ma colonne quoi. Et c'est pareil pour les moulins, mais effectivement les moulins, on fonctionne beaucoup avec le Brésil, simplement parce que c'est un grand pays qui fait beaucoup de canne à sucre. Donc ils ont des infrastructures, des fonderies qui sont déjà adaptées en fait pour faire des pièces sur mesure pour des unités de production de broyage de canne en fait. Hein, voilà. Et donc effectivement, voilà, c'est avec le Brésil pour toute la partie. Ouais, c'est pas étonnant. Le Brésil étant premier ou deuxième, on se posait la question avec l'Inde, mais vraiment un énorme producteur, pas que pour la cachaça. Mais aussi le bioéthanol, le sucre, etc. Voilà. Une grosse machine. Tu parlais du broyage, tu parlais un peu de certaines pièces. Quelque chose qu'on lit encore souvent, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est que vous êtes la seule distillerie à avoir qui fonctionne 100% à la vapeur. C'est plus tout à fait vrai. Non. Quelque temps. Qu'est-ce qui marche encore à la vapeur? Alors en fait, on a encore une machine à vapeur qui fonctionne, d'accord. Mais je te parlais de normes tout à l'heure. Mais en fait, dis-toi que les normes aussi se posent sur le côté sécuritaire, etc. Et une machine à vapeur qui va entraîner des moulins, ben dis-toi que c'est pas aux normes, parce qu'en fait, imagine que il y ait quelque chose qui passe dans les moulins où il faut arrêter le système vite. La machine à vapeur, elle a une inertie, quoi. D'accord? Tu peux pas l'arrêter comme ça. Alors, il y a quand même des systèmes de vannes d'arrêt vapeur, mais malgré ça, tu as quand même une inertie qui est même si tu arrêtes l'arrivée de vapeur, tu as l'inertie de la machine qui continue, tu vois. Et donc, au niveau sécuritaire, c'est quand même plus complexe. Bien sûr. Voilà. Et si tu mets un moteur électrique ou un moteur hydraulique qui entraîne ton moulin, ben tout de suite, en fait, tu appuies sur un bouton, ça s'arrête net. Voilà. Donc au niveau sécuritaire, c'est quand même bien plus efficace, on va dire. Voilà. Donc voilà, il y a eu des mises aux normes à faire, donc on a dû faire. Voilà. Mais on a décidé quand même de faire tourner notre machine à vapeur toujours. Ok. Donc en fait là, on a installé sur le moulin des moteurs hydrauliques. On a fait le choix du moteur hydraulique simplement parce que en fait ça consomme pas beaucoup d'électricité et parce que justement c'est assez pointu en termes de démarrage d'arrêt et aussi en termes de rotation. Donc si là on veut tourner à je sais pas à 5 tours minutes par exemple, on le règle à 5 tours minutes et ça tourne. Et ça consomme très peu d'électricité. Voilà, donc finalement en énergie, on est quand même assez vertueux. Voilà. Et notre machine à vapeur, donc on veut quand même continuer à faire tourner. Je suis en train de coupler à cette machine à vapeur un alternateur, fabriquer de l'électricité avec pour pouvoir compenser la consommation en fait de mes petits moteurs électriques qui font tourner mes moteurs hydrauliques, tu vois. Voilà. C'est vrai que cette machine à vapeur est complètement emblématique aussi de la distillerie, non seulement son mouvement, mais ses bruits, ses jets. On veut pas l'arrêter. En plus, elle tourne bien, elle fonctionne bien. Donc, ce serait un peu dommage, quoi. Ce serait très dommage. Parmi les particularités de la distillerie, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a coupe à la main, fermentation plus longue que la moyenne sur la OC, t'arrives en moyenne à 3 jours? Ouais, entre 48 et 72 heures. Ouais, ok. Voilà. Alors que souvent... plutôt 24 heures. Ouais, c'est ça. C'est la journée, voire 36, mais... Est-ce que tu crois que c'est ce genre de facteurs-là, ces éléments-là qui sont particuliers, qui vont créer la typicité gustative de la favorite. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup. Oui.
il faut savoir que bah, mon grand-père m'a toujours dit, justement, dans la fabrication, il faut toujours laisser le temps au temps. Et en fait, la fermentation, en fait, c'est de la chimie. Donc, la chimie, en fait, c'est du vivant. Et en fait, quand on fait une fermentation rapide, on peut avoir de l'alcool rapidement, mais en fait, les liaisons qui vont se faire entre les molécules d'alcool et ce qu'on appelle les TNA, c'est les total en alcool, les alcools supérieurs, c'est tous les éléments volatiles qui vont former aussi le goût, la complexité aromatique du rhum. Mais en fait, quand tu fais des fermentations rapides, tu vas faire de l'alcool, mais les liaisons vont se faire moins évidemment et moins rapidement. Alors que quand tu laisses plus le temps, tu auras une connexion entre les liaisons des molécules alcool et TNA et alcool volatile beaucoup plus importante, tu vois. Et pour te dire, en fait, quand on fait des chromatographies sur nos rhums, nous, on a des rhums qui sont à peu près à aller entre 350 et 400 de TNA. C'est énorme, c'est beaucoup. Voilà. Ouais, c'est pas mal au-dessus de quand beaucoup d'autres sont plutôt à 200, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un contrôle particulier sur les fermentations? Est-ce que vous êtes thermorégulé? Est-ce que parce que ça peut créer d'autres problèmes d'avoir une fermentation plus longue, donc alors justement, mais non, le fait qu'elle soit plus longue, justement, on a des fermentations qui sont moins chaudes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que qui dit fermentation dit dégagement de chaleur. Et en fait, le fait de laisser le temps, en fait, on a des chaleurs moins importantes. Il faut savoir que, donc je disais que c'est normal d'avoir de la chaleur sur une fermentation, mais c'est pas bien d'avoir une chaleur trop forte. Parce qu'une chaleur trop forte, en fait, justement, ça peut faire évaporer justement ces TNA dont je parlais. Parce que eux, on sait que c'est très volatile et ça s'évapore à partir de 40-45 degrés de température. Mais en plus de ça, une température trop élevée, ça peut tuer les levures. Et c'est ce qu'on veut pas, justement. On veut que les levures puissent travailler et transformer le sucre en alcool. Donc, il faut vraiment maintenir des fermentations en dessous de 40. C'est très important. Et donc, soit quand on fait des fermentations rapides, il faut thermoréguler la fermentation, c'est-à-dire il faut mettre un système de réfrigération en fait sur la fermentation, ou soit justement on laisse plus longtemps. Donc en fait les fermentations sont moins boostées et ce sera moins rapide, mais par contre ça va moins chauffer aussi. Voilà. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Voilà. Donc on a des fermentations plus naturelles, on les thermorégule pas. Voilà. On a des fermentations qui chauffent maximum à 35 degrés, quoi. Voilà. Donc ça va. Et tu parlais du TNA, est-ce que, c'est peut-être un peu technique, mais est-ce que par ailleurs, le pourcentage alcoolique de ton vin de canne va être un peu plus élevé, le fait d'avoir, ou tu restes sur les mêmes... Ouais, en fait, le pourcentage alcoolique, il va dépendre aussi beaucoup du sucre que tu auras en amont. Parce que c'est le sucre qui te transforme en rhum. Donc en fait, on va réguler, par contre, la quantité de sucre dans les cuves. Ça, c'est vachement important parce que, en fait, on a des cannes qui peuvent très bien arriver avec 15 de Brix. Donc, le Brix, c'est la teneur en sucre. Et d'autres qui vont arriver avec 20, 22, 23, 24 de Brix. Donc, en gros, tu n'as pas la même teneur en sucre de la canne. Donc, avec une canne qui est très sucrée, tu vas pas avoir forcément le même nombre d'alcool, effectivement, par litre de jus qu'une qui est moins sucrée. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va équilibrer nos cuves de fermentation pour avoir tout le temps à peu près 1030-1035 grammes de sucre par décimètre cube de jus. En fait, c'est la densité qu'on va essayer de garder dans nos cuves. Alors, on parlait en Brix, c'est qu'il vaut à peu près à 11,5 de Brix, quoi. D'accord. Voilà, dans les cuves. Et donc, ça permet d'avoir des cuves homogènes et aussi d'avoir un taux d'alcool homogène aussi après à la sortie. Voilà. Et donc, on a des cuves qui tournent entre 4,5 degrés et 5,5 degrés, quoi, d'alcool. Voilà. Tu l'as mentionné tout à l'heure, tu utilises presque plus de désherbants, pas de fongicides, insecticides, voilà. Ce qui fait penser au bio. Alors, je sais qu'il faut un agrément, c'est pas juste certaines pratiques, il faut avoir le label. Donc même si ces cultures-là sont pas bio, mais tu avais planté des parcelles, quelques hectares en bio. Alors, on a planté 3 hectares en bio il y a à peu près 2 ans. D'accord. Donc, ils sont certifiés bio. Parce qu'en fait, le bio, c'est une certification. D'accord. Donc, il y a l'agence du bio qui va te certifier tes parcelles et qui vont aussi contrôler que tu aies une bonne démarche technico-culturelle, en gros, de ta parcelle bio. Et ça, donc, on a 3 hectares, pardon. Et puis par contre, nos 57 autres hectares sont en conventionnel. Donc ils n'ont pas la certification bio, mais par contre, c'est mené de manière, comment dire,
Très raisonné. Très raisonné, c'est exactement ça. C'est très raisonné, c'est-à-dire que on va pas mettre, si on n'a pas besoin de mettre un produit. Je disais, on fait beaucoup d'arrachage d'herbe. Donc j'ai finalement mes coupeurs de canne qui me coupent la canne. En fait, c'est une main d'œuvre justement qui est vachement importante pour moi parce que quand ils ont fini de couper la canne, ils vont me permettre de faire aussi l'entretien. Donc les gars, ils restent la journée dans le champ, ils prennent des pincelles, ils vont extirper manuellement les herbes. Donc c'est vachement important, ça nous coûte plus cher. Mais par contre, ça donne aussi une qualité de produit, je pense, super. Ouais. Voilà. Mais ça donne aussi un côté vertueux à la production. Et ça nous permet de préserver nos sols, etc. Donc on essaie de pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Ouais. En matière, et après je vais revenir sur les cannes bio, mais tu parlais tout à l'heure de certains de tes, j'allais dire collègues de la distillerie qui t'amènent le week-end des légumes. C'est justement, si je dis pas de bêtises, sur certaines parcelles où tu arrêtes à un moment pendant quelques temps la canne, et vous allez planter d'autres trucs pour que ça redonne d'autres ingrédients à la terre. C'est comme ça, il y a un système de pas de jachère, mais de turnover sur les parcelles. Ouais, alors il y a deux choses différentes. Alors effectivement, j'ai mes gars qui ont ce qu'on appelle des jardins créoles. Alors les jardins créoles, c'est vraiment des petits jardins créoles où ils vont planter un peu de tout, c'est-à-dire un bananier, patates douces, igname, dachine, piment doux, enfin ils ont un peu de tout qu'ils vont planter dans leur jardin. Et ça va être sur les petites parcelles qui sont un peu trop petites, pas mécanisables, on va pas pouvoir mettre un tracteur dessus, par exemple, pour ramasser la canne. Donc ça, en fait, je laisse ces parcelles-là à mes gars pour qu'ils fassent leur jardin créole. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, sur nos parcelles de canne, lors de la plantation de la canne, donc en fait, on laboure le sol, on plante la canne, d'accord. Donc ce sont des cannes qui sont plantées en ligne, en fait, et dans les interrangs, on va planter ce qu'on appelle de l'interculture. Donc imaginons patates douces, concombre, pastèque, voilà. Et en fait, ces intercultures, en fait, celles que je viens de vous citer, ce sont des cucurbitacées. Les cucurbitacées, en fait, ça fait des lianes, et en fait, ça va couvrir le sol. Donc en fait, ça va permettre justement, donc premièrement, de faire une double culture, ce qui est pas mal, mais surtout de couvrir le sol et d'empêcher aux mauvaises herbes de pousser. Ça fait un genre de paillage naturel, en fait. Voilà. Donc on fait ça en plantation. Par contre, toutes les parcelles qu'on aura coupées une année et qui vont repousser d'elles-mêmes, parce que vous savez bien que la canne, en fait, on ne la replante pas chaque année. Les racines qui sont dans le sol vont refaire des tiges et vont refaire une parcelle de canne pour l'année d'après. Et ça, on va tenir une parcelle comme ça pendant 6 à 8 ans environ. Donc on appelle ça les rejetons. Donc les parcelles qui sont en rejetons, on fait pas d'agriculture maraîchère ou vivrière. Ça, on va vraiment extirper à la main, etc. Donc en fait, cette partie maraîchère vivrière, on va la faire que sur les parcelles plantées. Voilà. Je replante à peu près une dizaine d'hectares par an pour avoir un circuit de replantation, et puis que finalement au bout de 7 ans, j'ai fait le tour de replantation, d'exploitation, pour toujours renouveler le parcellien. D'accord. Tu mentionnais les 3 hectares bio. Pour l'instant, ça a l'air compliqué. Ouais, alors en fait, non, ce qui est compliqué, en fait, c'est que une première année, on a planté et on n'a pas planté d'une bonne variété. Donc on a dû tout relabourer, tout replanter. Donc ça, première année, manque de bol. Deuxième année, le temps qu'on le fasse, qu'on replante, on a replanté trop tard pour pouvoir couper l'année d'après. Donc la canne n'avait pas assez un an. Et puis donc là, on est sur la 3e année là, donc avec la canne. Et on verra si on arrive à la transformer en rhum. Voilà, mais avec nos mises aux normes dont je te parlais tout à l'heure, qu'il faut faire, pour l'instant, on n'a aucune certitude sur le démarrage de production. Donc on est un petit peu dans le flou, quoi. Voilà. Bon. Des cuvées très importantes pour la distillerie, pour la Favorite, c'était Flibuste et Privilège. C'est entre autres celles-là qui ont fait connaître et rayonner la distillerie. Il y a quelques années, j'imagine que tu t'en rappelles, il y avait Cyril du site Durum, durum.com, un des premiers blogueurs dans cet univers-là francophone, qui avait échangé avec toi. Il faisait des mesures à l'époque sur le sucre dans les rhums, pour publier ça sur le site, etc. Et il avait fait ça sur ces cuvées-là.
en trouvant du sucre. Est-ce que tu peux nous, avant qu'on parle du cas en lui-même, mais nous rappeler comment cette cuvée ou ces cuvées sont élaborées? Ouais. Alors en fait, il faut savoir que avant l'AOC, tous les rhummiers, on va dire, bonifiaient leur rhum. C'est-à-dire que ils avaient des systèmes de vieillissement ou de bonification. Je sais qu'il y en avait, par exemple, qui prenaient ce qu'on appelle le grand arôme. Le grand arôme, c'est un rhum très parfumé qui est fabriqué au Galion, par exemple, chez nous en Martinique. Et il y avait certains rhummiers qui assemblaient, qui mettaient un peu de grand arôme dans leur rhum vieux pour le bonifier. Voilà, on va dire ce mot-là. Ouais. Chacun avait sa technique. Ok. Mon grand-père, lui, il faisait pas que le grand arôme, lui, il mettait dans les fûts, il faisait vieillir, en fait, avec des bâtons de cannelle, de la vanille, des fruits secs, tout ce qui est pruneaux, un peu raisins secs, etc. Ouais. Donc, il faisait un vieillissement avec ça. Voilà. Et il faut savoir que, la flibus, en fait, c'est ça, en fait. Hein. Donc, réellement, c'est une macération. Donc, mais c'est une macération qui est faite pendant des années, pendant 20, 25 ans. Ouais. Et donc, il prend vraiment toute la sucrosité des fruits et le goût des épices. Il y a certaines personnes qui peuvent l'avoir de mauvais œil. En tout cas, les gens qui le goûtent, souvent, sont charmés. Voilà, donc, ce qu'il faut surtout, c'est être franc et il faut être transparent. Ouais. Donc voilà, alors il y a sur tout l'étiquetage, etc. Justement, il y a des normes à appliquer, etc. Effectivement, il y a plusieurs années, on n'était pas au fait de ces normes d'étiquetage, etc. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut marquer sur les étiquettes boissons spiritueuses. Boissons spiritueuses à base de rhum. Exactement. Voilà. Et donc on s'est mis aux normes, on s'est mis à l'appliquer sur l'étiquette, mais le produit reste le même et il est toujours excellent. Voilà. Voilà. Après, donc là, on continue à en faire, bien sûr, avec dans le respect des normes, de la loi, etc. C'est complexe parce que du temps de mon grand-père, justement, ils avaient une recette, mais qui était jamais respectée à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a des fois, voilà, c'était des trucs qui étaient faits un peu à la volée. J'ai des employés qui bossaient avec moi, qui bossaient avec mon grand-père encore. Je pense à Charles, par exemple, qui bosse avec nous depuis 78, je crois. 1978. Pas mal. Voilà, donc c'est lui qui me rapporte, justement, certaines choses que moi, j'étais pas forcément au courant, parce que j'y travaillais pas encore, etc. Et donc, c'est souvent lui, justement, qui mettait dans les fûts pour le vieillissement, en fait, les épices, etc. Et donc, il me disait, des fois, il mettait moins ou plus, etc. Donc, c'est ce qui fait aussi que la recette n'était pas vraiment écrite. Et donc, on peut avoir aussi des produits qui ont à peu près la même trame, mais qui seront jamais pareils, quoi. Voilà, il y a l'effet millésime qui joue. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye de réécrire, on va dire, une manière de produire ce genre de produits, justement, pour pouvoir avoir une traçabilité et puis pouvoir tenir, en fait, une fabrication de ce produit-là. Voilà. Et pour en revenir à cet article et vos échanges, puisque tu avais publié, il avait publié sur son site une lettre que tu avais envoyée, enfin un mail. Est-ce que tu crois que à ce moment-là, en tout cas, et après on va parler du présent, mais que ça a pu être plutôt un problème pour cette cuvée-là, ou au contraire que ça l'a peut-être mise en lumière d'une certaine manière, que toi ça t'a peut-être aidé pour expliquer comment c'est fait, enfin... En fait, oui, bonne question. Alors, est-ce que ça a eu un côté négatif ou positif? Peut-être les deux. Voilà. Et, certaines personnes ont pu le voir de façon négative, peut-être, tu vois. Effectivement, d'autres ont entendu parler et ça, en tout cas, ça a fait parler, ça c'est sûr. Donc bon, ça c'est peut-être positif, voilà. Mais effectivement, ça nous a peut-être permis aussi de se mettre dans les normes. Je parlais des règles d'étiquetage. Des dominations. Voilà, on n'était pas forcément alerte sur ce genre de choses. Donc on a dû se mettre à se renseigner sur ce genre de choses et à appliquer ça. Et c'est ce qu'on a fait. Donc finalement, ça a eu aussi du positif. Voilà. Après, franchement, les gens qui connaissent le produit, ils sont fans. Ils sont fans. Je vais te dire, aujourd'hui, on n'en a jamais assez de flibus. Alors, la privilège n'existe plus parce que c'était deux millésimes assemblés
qu'on n'a plus en fait. Hein, donc la Privilege n'existe plus, mais la Flibust, donc on a des volumes en plus malheureusement qui sont un peu en dents de scie. Il y a une année on pourrait avoir 4000 bouteilles, une autre année 2000 bouteilles. Donc tu vois, c'est quand même pas des gros volumes. Puis on n'est jamais sûr de ce qu'on aura une année ou l'autre. Premièrement parce qu'en fait on a beaucoup de parts des anges. Donc si en fonction de là où c'était placé dans le chai, tu peux avoir une évaporation différente. Deuxièmement parce que peut-être mon grand-père avait mis moins en vieillissement à cette époque-là. Enfin voilà quoi, on a jamais vraiment les mêmes volumes. Et on a une demande mais qui est croissante vraiment chaque année quoi. Voilà. Donc aujourd'hui la Flibust franchement ça se vend tout seul. Voilà. Et on est obligé même de la mettre sur réservation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter justement la spéculation qu'il y aura dessus, etc., on la met sur réservation, on sait à qui on la vend, on essaie de pas vendre de bouteilles à une personne, etc. Donc on essaie de régler ça comme ça. Ça marche bien. Pour l'instant, je trouve que je suis assez satisfait. Ouais. Puis l'effet millésime a un côté très collectionnable aussi, cadeau. Mais moi, on se donne pour pouvoir produire c'est pas évident hein, de produire du rhum en général, parce que tu sais, on a tous les problèmes agricoles, tous les problèmes industriels, tous les problèmes commerciaux, tous les problèmes de mise en bouteille, de mise en vieillissement. En fait, c'est un seul grand problème en fait. Hein. Donc en gros, c'est un problème qu'il faut gérer au quotidien. C'est ça. Donc en fait, c'est pas évident. On n'est pas là à se croiser les pouces, etc. Donc en fait, un produit quand il est apprécié et il est bu, c'est ma plus grande fierté, tu vois. Donc effectivement, tu me dis, il y a l'effet millésime, c'est très bien, oui. Moi, ce que j'aimerais franchement, c'est que les gens le boivent. Boivent chaque millésime, bien sûr, tu vois. Et au lieu de le parquer, et puis d'essayer peut-être de le revendre après à un autre prix. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas valorisant pour mon travail, en tout cas. Tu vois. Et c'est pas du tout ton objectif, clairement. Pas du tout. On parlait de transparence, et au moins, peut-être, même au niveau dénomination et niveau légal de, ça, c'est une boisson spiritueuse, etc. Ce travail de Cyril, ces mesures, peut-être ça a eu un effet positif en effet sur la transparence. Sur le coup, et après on passera à autre chose, mais sur le moment, est-ce que c'est plus dur à vivre qu'autre chose, que ce soit toi ou les équipes? Bien sûr, mais en fait c'est pas facile à vivre parce qu'en fait, comme je te dis, on se donne tous les jours, en fait on travaille et un produit qui est aimé, de toute façon, un produit qui est aimé, il y aura toujours des détracteurs derrière. Donc en gros, ça, faut le savoir, mais en fait quand toi t'es dans le jus à essayer de te donner pour faire avancer les choses et produire des choses bien, et qu'on critique quelque chose, en fait ça fait toujours mal, tu vois. Après effectivement là ça a eu du positif. Il faut le prendre ce positif là. Voilà. Mais effectivement sur le moment même, je te dis mais merde, excusez-moi, mince, qu'est-ce que je fais, etc. Ça, c'est jamais, en fait, c'est un autre problème qui vient sur le moment qu'il faut régler, tu vois. En plus des problèmes que tu as déjà au quotidien, quoi. Voilà. Ça rajoute une petite couche de trucs à faire. Tu disais que les volumes étaient vachement variables d'une année à l'autre. Est-ce qu'il n'y avait pas une discussion à un moment même de l'arrêter sur certaines années pour remonter les stocks? En fait, alors le truc c'est qu'il y a des années où on n'en a pas. Du tout. Voilà, parce qu'il y a certains millésimes, par exemple, alors je sais plus c'était lequel, on n'avait pas de 96, je crois. On n'avait pas de 96, on n'avait pas de 89, et 90, je crois. Alors, il y a eu ces années-là où, il n'y avait pas du tout de stock. Donc, on a dû empiéter sur les années d'après, tu vois, pour ne pas, léser le marché, en fait. Et, alors, déjà, léser le marché, c'est par rapport aux consommateurs qui aiment la Flibust, qui en veut, etc. Bien sûr aussi que c'est parce que c'est un chiffre d'affaires dont on peut pas se passer. Faut pas se leurrer, mais nous on est une petite entreprise. Dès que tu as un produit qui a une forte valeur ajoutée, qui a un manque dans ton chiffre, ça se ressent tout de suite, tu vois. Et donc on a dû anticiper sur l'année d'après. Donc effectivement la Flibust a baissé en année. Au départ c'était du 30 ans, après ça fait du 27 ans, et puis là je crois qu'on est sur du 23. Voilà, mais en fait franchement la qualité est encore là. Soit on décidait carrément d'arrêter d'en vendre pendant 5 ans, par exemple, mais bon, à ce moment-là, on perd un marché. Il faut savoir que le marché, c'est compliqué. Quand tu es chez les cavistes, tu as une place chez le caviste. Si pendant 5 ans, tu as plus cette place-là, faut redémarcher, faut refaire connaître, etc. Faut la regagner. Faut la regagner, voilà, c'est pas si évident. Donc on a fait le choix, justement, d'anticiper, de prendre sur les années
supérieur pour avoir un produit faire un sur le moment. Voilà. Je pense je regrette pas. Voilà. Parce que le produit est toujours aussi bon. On a quand même gardé un marché. On va quand même essayer de stabiliser justement ce produit sur un produit toujours très haut de gamme, donc très vieux. Voilà. Donc on va essayer de stabiliser sur un produit qui sera à peu près encore dans ces âges-là. Voilà. Et alors heureusement, quand je suis arrivé en 2006, j'ai commencé à mettre un peu plus en vieillissement à destination de la Flébust. Donc alors ce sera pas des gros volumes non plus, mais au moins je sais que j'en aurai un peu chaque année, tu vois. Et donc ça, on aura une visibilité en tout cas sur les sorties de Flébust à partir du millésime 2006 qui seront un peu plus régulières, on va dire. Tu vas lisser un peu le truc. Depuis un certain temps, on voit, et tu nous en parlais tout à l'heure sur le côté, tu te différencies aussi sur des productions un peu plus petites, sur de la qualité, et on voit que tu as sorti les parcellaires monovariétaux avec des années de récolte, brut de colonne, les explorations, enfin pas mal de choses. Est-ce que tu penses que c'était une obligation de faire ça, ou est-ce que, enfin, parce que le marché allait vers ça aussi, une sorte de premiumisation aussi, ça va dans ce sens-là. Est-ce que c'était une obligation pour toi on parlait de suivre ça? On parlait tout à l'heure justement d'être une entreprise familiale avec une production plus petite et avec des coûts de production plus grands. Ben ça c'est exactement ça, c'est qu'en fait il faut premiumiser le produit. On n'a pas d'autre choix, tu vois. Et effectivement, donc c'est une chance aussi, c'est que comme on est une entreprise à taille humaine, ah ben, on peut faire aussi des choses limitées. Et donc voilà, c'était plus facile pour nous, on va dire. Si je prends l'exemple de certains de mes confrères qui ont des volumes beaucoup plus gros, quand ils vont sortir une cuvée, il faut que ce soit quand même rentable, ils sortent des cuvées à 30 000, 40 000 bouteilles. Nous, nos cuvées, ça va être entre 2 000 et 5 000 bouteilles, grand max. Donc, de toute façon, c'est cohérent avec la taille de notre entreprise. Mais effectivement, comme notre marché est un marché premium chez le caviste, tu peux pas mettre non plus aussi des produits à grande échelle, quoi. Ouais, il faut mettre je pense que c'est important pour nous d'aller sur de la petite échelle, etc. Mais en plus de ça, dans les cuves exploration, par exemple, qu'on a sorti depuis quelques années, ben, c'est aussi une expérimentation, en fait, de notre part. Et je veux dire un mot, mais c'est aussi un amusement aussi de notre part, parce qu'en fait, ben ça nous permet d'essayer des trucs que personne n'a essayé ou que nous on n'a pas essayé, de voir ce que ça va donner, et puis aussi finalement après de tester ces produits-là chez le dégustateur. Donc ça nous permet justement aussi de voir ce qui plaît pas, de sonder un peu aussi le marché finalement, tu vois. Qui est à l'origine alors que ce soit, je sais pas moi, Bel Air pour commencer, le brut de colonne, l'exploration, est-ce que c'est pratiquement toujours toi? Est-ce que ça peut venir de quelqu'un d'autre? Est-ce que... on est une équipe, donc on est beaucoup à travailler sur tout. Après, les idées peuvent venir d'une personne et puis on la développe ou quoi. Alors, si tu me parles de tout ce qui est parcellaire, d'après ce que je me souviens, c'était plutôt mon idée. Mais parce qu'en fait, je voyais... Alors, on était un petit peu les premiers en Martinique à le faire, mais je voyais ça plutôt sur le vin, etc. Et il fallait justement faire des choses un peu atypiques, des choses qui nous ressemblent à la favorite, avec des choses très marquées, sur une variété, une parcelle, etc. Donc, on a commencé avec la Bel Air en 2016 à innover un peu sur ça. Voilà. Et puis après... les explorations, ouais, je crois que c'était mon idée aussi. Voilà. Après, souvent, il y a quelqu'un qui initie quelque chose, et puis après, bon, on a tout le reste de l'équipe qui va en amener une différence, ou en amener une particularité, quoi. Le point de départ n'est pas forcément le point d'arrivée sur le cheminement de l'idée. Exactement. En fait, on travaille beaucoup en équipe, et c'est important parce que je peux pas être le seul à décider de tout. En fait, il faut savoir qu'une création d'un produit, ça prend du temps, ça prend, en fait, alors, je parle même pas du vieillissement, parce que quand on parle du vieillissement sur plusieurs années, c'est quelque chose, mais quand on sait déjà qu'on va sortir un produit, ben, ça prend 1 an entre l'idée, ce qu'on va faire, commencer à développer un nom, un packaging, etc. Ça prend énormément de temps. On est en Martinique, nous. Faut tout faire venir. Quand on veut faire venir une étiquette, une bouteille, un carton, un étui, ben ça prend énormément de temps. Il faut les faire venir de métropole à chaque fois.
Donc voilà, donc je peux s'y prendre à l'avance. Emmanuelle, donc la mère de Julia, que certains connaissent, bon, elle s'occupe beaucoup de la partie justement marketing, packaging aussi, la création des étiquettes, c'est elle souvent. Après, elle le fait pas toute seule, enfin même si elle s'en occupe, on a tout le reste de l'équipe, dont on est là justement qui est responsable commercial et qui aussi nous aide, nous donne son avis, mais aussi Maëlle qui est aussi l'ingénieur QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et en fait, tout ce qui est qualité, etc., elle va aussi donner sa patte à ça. Et puis pour les produits en eux-mêmes, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des tests à l'aveugle avec nos propres employés. Alors, on fait certains assemblages, on fait, ou alors si c'est des brutes de fût, on va prendre, ou des single cast, on va prendre celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là. Et puis après, on va faire goûter à l'aveugle toujours. Et puis on prend des notes, et puis on voit qui a aimé quoi. Et puis on essaie de faire un petit panel de dégustateurs finalement, mais dans notre équipe. Mais ça, c'est super bien, parce qu'en plus, non seulement ça vous donne un feedback immédiat, je veux dire, et puis aussi ça implique vachement le personnel, exactement. C'est vraiment positif. Pour en revenir à le plein de cuvées spéciales, etc. Alors évidemment pas que la favorite, hein. Il y a aussi, tout le monde s'y est mis. Bien sûr. Est-ce que tu crois que c'est plus positif pour le monde du rhum, presque les spiritueux en général, mais on parle du rhum. Est-ce que tu crois que c'est plus positif, cette démultiplication, cette envie permanente d'une nouveauté? Alors, je pense qu'on te le demande souvent sur des salons. Alors, c'est quoi les nouveautés? Enfin, c'est les nouveautés, les nouveautés. Bien sûr. En fait, c'est positif parce que, franchement, le dégustateur va vers ça. Aujourd'hui, le consommateur de rhum, je me rappelle quand j'étais petit, on consommait du rhum, en tout cas en Martinique. C'était des gars, c'était pour la fête. On jouait au domino. Et puis quand on joue au domino, on écrasait le bouchon. Et ça veut dire, quand tu écrases le bouchon, qu'il faut finir la bouteille. Et donc, c'était le truc de bonhomme où tu buvais un coup de rhum avec ce qu'on appelle le crasse derrière. C'était soit un coup de jus ou de l'eau de coco derrière. Et en fait, c'était une consommation du rhum qui était différente. Aujourd'hui, on a plus des dégustateurs. Donc les gens vont goûter, ils vont comparer, etc. Donc finalement, de créer des trucs un peu atypiques justement, ou des monoparcellaires, en fait, ça va justement apporter à ce nouveau dégustateur, à ce nouveau consommateur, en fait, un système de dégustation différent, tu vois. Donc ça, c'est positif. Et ce Après, ce qui est négatif, je termine, ce qui est négatif, c'est que justement, tu as... Alors en fait, tout le monde se lance dans cette course au plus, quoi. Et là, il y a un moment, c'est compliqué à suivre, hein, quand tout le monde veut essayer de faire un plus. Bien sûr. Ce nouveau dégustateur, enfin consommateur dont tu parles, est-ce que tu as l'impression que c'est un consommateur, c'est la plupart des consommateurs, ou ça reste quand même le côté vraiment comparatif de telle année de récolte, de telle canne? Est-ce que ça reste une minorité au final? Ça reste les geeks, on va dire, par rapport à la masse qui va consommer les rhums. Oui, bien sûr, ça reste une minorité. Mais comme je te disais, nous, notre marché, c'est plutôt le marché du premium et du haut de gamme. Donc c'est justement, les geeks, c'est vraiment nos interlocuteurs, en tout cas dans ce marché. Tu vois, moi, je vends pas du rhum blanc à pas cher en grande surface, tu vois. Donc c'est pas du tout le même marché. Voilà. Mais effectivement, la plus grosse partie de la consommation du rhum va se faire en cocktail, machin, avec des rhums pas trop chers de supermarché, quoi. C'est vrai que moi, j'ai souvent cette image. Alors, en effet, toi, ça fait tout à fait sens que la favorite se place sur ce créneau-là, vraiment le côté qualitatif. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'est le consommateur, il est obligé de... Le producteur est obligé de courir de plus en plus vite pour ne pas tomber, tu vois, et ça empire. Ça s'aggrave. Oui, parce que justement, il y a une course justement au toujours plus. Parce que chacun essaie de mettre aussi sa patte au développement de nouveautés, etc. Donc voilà, mais aussi le consommateur, dégustateur, justement, engendre ça. C'est que finalement les producteurs aussi suivent ce que veut le consommateur. Et c'est pas évident. Les deux systèmes s'encouragent. Exactement. C'est rigolo.
depuis 2 ans encore, si je dis pas de bêtises, il y a les Plaisances qui sont sorties. Tiekan, ça va faire la 3e année, 3e, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Donc il y a encore des nouvelles choses qui sortent. Les explorations qui continuent, on en est 8, 9. Alors 8, ouais, 8. ouais. Je vais trop vite. Ah ouais. Et j'en oublie. Qu'est-ce que le futur, sans forcément que tu nous donnes des scoops incroyables, mais le futur de la distillerie, que ce soit en termes de nouvelles cuvées ou juste, tu disais, mise aux normes ou alors remplacement de matériel, de quoi le futur est fait dans l'idéal? Alors, dans l'idéal, j'espère qu'il sera fait toujours de bons moments, de bonnes choses à découvrir, à boire, etc. En fait, on a des projets. On a plein de projets, alors que ce soit des projets euh, en termes de technique ou des projets touristiques. On a plein de projets. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mener. Hein. De toute façon, dans les années, là, on a du boulot qui arrive. Hein. Les projets, ça prend toujours du temps. Ouais. Hein, voilà. Ça arrive très vite dans la tête, mais après, pour le mettre en place, c'est plus compliqué. Après, bon, des choses qu'on veut sortir, j'ai déjà des choses qui sont sur le feu, on va dire, mais finalement qui sont des idées que j'avais déjà depuis l'an dernier, parce que tu vois, je te dis, c'est toujours un peu à rallonge, hein, quand tu as une idée, tu veux sortir quelque chose, ça prend toujours un minimum de temps, quoi, tu vois. Et les cuves exploration, moi je trouve que c'est pas mal. Donc ça nous permet justement de nous amuser, de faire des essais avec des fûts un peu différents, etc. Et moi, je trouve que c'est très ludique. Déjà, même pour nous, producteurs, et puis aussi pour le dégustateur. Donc, on a des trucs qui vont arriver aussi là cette année, je pense fin d'année, sur des nouvelles explorations en fait. Hein, voilà. Pour peut-être que le Giga Club Expert, dans ces eaux-là. Voilà, à peu près, ouais, fin d'année, je pense. Ouais. Et puis l'année prochaine aussi, on aura des trucs déjà qui sont en cours aussi pour l'année prochaine. Voilà. Donc, ouais, c'est tout le temps aussi, bien sûr, innover, comme tu disais, la course en avant. Voilà, mais en même temps, on y prend goût aussi, quoi, tu vois. Voilà, quand c'est sympa, quand tu essaies des nouveautés et de voir aussi la différence que ça peut apporter, ben toi-même tu y prends goût, tu vois. Même sans parler du dégustateur, même nous en tant que producteurs, on prend goût à l'expérience, tu vois. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être, un petit quelque chose à préciser que j'aurais complètement oublié, je ne sais pas. Non, on a parlé d'un peu tout depuis mon enfance, donc c'était assez large, voilà. Ouais. Non, mais voilà, en fait, à l'avenir, j'espère que, en tout cas, je nous souhaite d'être toujours là. On est passé par des moments difficiles et sûrement il y en aura d'autres encore, voilà. Et en fait, le but du truc, c'est de se remonter les manches à chaque fois qu'il y a un problème et puis y aller, quoi, hein, voilà. Et puis finalement, on voit que on arrive à les régler, tu vois. Et on arrive à chaque fois à avancer de problème en problème et puis de bon moment en bon moment en fait. Hein, donc c'est ça, c'est la vie en fait. Voilà. Et moi ce que je voudrais c'est que voilà mon équipe soit comment dire content de ce qu'elle fait et que en tout cas les gens qui nous aiment soient aussi contents. Donc c'est vachement important et on va continuer à se battre pour ça, quoi. C'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Franck. Merci, Laurent. Merci à tous d'avoir regardé une fois de plus cet épisode et de nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça nous fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Donc, merci beaucoup et puis à la prochaine.